Bonsoir, vous êtes bien, vous êtes vraiment bien sur France 5 et c'est Riposte numéro 322. Déjà, eh oui. Ravi de vous recevoir, Fadela Amara. Vraiment ravi, vous qui êtes alors très populaire, selon tous les sondages. Et au cœur, cette fois-ci, de l'actualité, cette semaine précisément. Mais c'est pas nouveau, ça date d'il y a déjà quelques temps. Mais alors, cette semaine, le président Sarkozy a en effet annoncé ses mesures pour la banlieue. C'était vendredi. Notre émission va donc parler de la République, de son avenir et de son visage. Nous débattrons, après un entretien, comme ça, en tête-à-tête, nous débattrons avec des acteurs de terrain qui savent vraiment de quoi ils parlent. Alors, le sociologue Laurent Mucchielli, spécialiste de la jeunesse et des banlieues. Le linguiste Alain Bentelila, parce que c'est aussi, évidemment, une question de mots. Les banlieues, c'est beaucoup une question de mots, vous verrez. Saïd Hamouche, fondateur d'un cabinet de recrutement spécifiquement destiné aux jeunes des quartiers. Le journaliste David Dufresne, qui travaille pour le site Mediapart et qui a publié un livre que je vous montrerai tout à l'heure, Le maintien de l'ordre chez Hachette Littérature. Et Samy Amini, ancien médiateur social à Clichy-sous-Bois, président de l'association Au-delà des mots, créée après la mort de Ziad et de Bouna, vous savez, ces deux enfants, en 2005 à Clichy. Mais voilà, Fadela Amara, ça fait 30 ans que ça dure, 30 ans que les gouvernements successifs se penchent ou font mine parfois de se pencher régulièrement sur la banlieue. Surtout quand elle souffre ou quand elle brûle. À ça, depuis 30 ans, on en a fait des plans. Et puis il y en a qui disent, on en a jeté des milliards. Des petits plans, des bons plans, des mauvais plans, des pseudo-plans, des plans Marshall ou presque, des plans sur la comète, des plans qui traînent, des plans qui s'enlisent, des plans qui font pchit, des plans qu'on oublie jusqu'au prochain plan, prochaine émeute, prochaine crise, prochaine victime, prochaine émotion et peut-être prochain ministre. Et à chaque fois, à coup de milliards, on se dit que ça sera le bon, parce qu'on veut le croire, on veut l'espérer. Enfin, lui, le bon plan, le définitif. Comme s'il y avait quelque chose de définitif dans cette planète. Et puis donc, vendredi, le président est arrivé, son nouveau plan sous le bras, avec peut-être pas beaucoup de chiffrage. Et on retient surtout aussi, en chiffrage, 4000 policiers en plus, c'est bien. Mais une bonne idée comme ça, enfin je sais bien, je sais pas bien, je sais pas, on verra. En tout cas, c'est très critiqué. Ouais. Et une belle idée comme ça, en bandoulière, casser les ghettos dans les têtes. C'était avec tous les ministres derrière lui. Vous étiez d'ailleurs très souriante. Il y avait Jean-Louis Borloo qui vous prenait par les épaules, comme ça. C'était un geste. Je soutiens beaucoup, c'est pour ça. Mais Jean-Louis et moi, c'est une grande histoire d'amour. Ah, c'est un scoop là de nous livrer. C'est un grand histoire d'amour. Très très bien. Mais écoutez, ça va être repris un peu partout. Mais c'est bien de l'avouer comme ça. Il fallait sortir. Et comme avec Boutin, c'était Christine Boutin, c'est des grandes histoires d'amour qui ont du mal parfois à se révéler, mais qui là s'expriment au grand jour. Là, c'est des grandes personnalités avec des caractères. Ah d'accord, affirmés. C'est pas tout à fait le même genre. Alors, c'est pas la même chose. D'accord, très bien, mais c'est bien. Et alors voilà, c'était beau. Alors comment va-t-on enfin, comme dit le président, sauver la banlieue, c'est son expression, que vous appelez-vous d'ailleurs les quartiers populaires. Et comment on va les sauver là avec vous? Vous avez énuméré plusieurs plans. Je vais vous dire ce que je pense profondément. Je pense que le meilleur plan, en réalité, le meilleur plan banlieue, c'est d'arriver à faire en sorte que la dynamique est lancée, les inscrits dans la sortie de la politique de la ville, et que ces quartiers prioritaires redeviennent des quartiers populaires où il fait bon vivre. Et je pense que ce meilleur plan, il est devant nous. Moi, je ne veux pas critiquer mes anciens successeurs. C'est trop long, on passerait l'émission à ça. Non, mais je ne veux pas, parce que je pense que heureusement qu'il y a eu de la politique de la ville, parce que ça a permis quand même d'endiguer le pire. Ils n'étaient pas tous mauvais. Non, évidemment, chacun a eu des idées, il y a des choses qui ont marché, d'autres moins. Je pense qu'il y a quelque chose qui n'a jamais été fait. C'est peut-être ça aussi qui est l'identité de ce plan Espoir banlieue, une dynamique pour la France, c'est que nous allons introduire en termes de méthode la culture du résultat, de l'évaluation, qui va permettre justement à chaque fois... Mais je l'étais aussi visiblement quand j'étais à l'association Ni pute ni soumise, puisque je suis un peu auvergnate, un sou c'est un sou, donc je veux savoir... jeter des tombereaux de milliards comme ça, parce que vous aviez fait beaucoup de promesses à Vaux-en-Velin. Oui, mais des promesses qui vont être... pour 50 quartiers, oui, etc., mais des promesses qui vont être tenues. Créés. Oui, des promesses qui vont être tenues, vous allez voir. On n'en a pas parlé, là. Si, mais on va par Sarkozy, il n'a pas repris les promesses. Oui, non, ce qu'il a fait, le président, c'est qu'il a pris les grandes lignes, il a axé sur les thématiques qui sont les plus importantes, mais ensuite, après, tous les dispositifs dans les détails, évidemment que nous, on va les mettre en mouvement avec le Premier ministre et le gouvernement. Si, s'engager quand même sur les contrats d'autonomie. Il a d'ailleurs été encore plus loin sur le contrat d'autonomie, il a été plus loin qu'avec moi. J'étais à côté de moi, il y avait des gens, là, j'étais dans la salle, moi j'étais à l'Élysée, il y avait des gens qui disaient « mais c'est du Jospin ». Alors qu'est-ce qui se passe ?
Contrat d'autonomie, c'est du Jospin. Oui. C'est pas un énième, c'est pas de l'emploi jeune. Mais ça s'appelait le plan Trace, vous vous souvenez? C'est pas uniquement tout à fait ça. Je pense que ce qui est important surtout, peu importe, voilà, ce qui est important, c'est qu'on réussisse ce pari fou de faire en sorte que ces quartiers populaires réintègrent la République et que notre jeunesse des quartiers, en particulier, elle puisse trouver un emploi. Parce que je crois que la première dignité d'un individu, c'est l'emploi, évidemment, et vous le savez. 40% de chômage des jeunes dans les cités. Voire 42%. 42? Dans certains endroits. Vous aviez promis de le réduire de 40%, le chômage. Oui, c'est l'objectif qu'on s'est fixé. Et j'utiliserai, moi, tous les leviers qu'il faut pour réduire justement le chômage des jeunes et le diviser par 2. Ouais. Ça n'a pas été repris, ça, par le président? Moi, je vais être honnête. Je pense que... Si, dans les contrats d'autonomie et tout le reste, tout va être mis en œuvre, ne vous inquiétez pas. Moi, je pense que... Je sais que ça a fait polémique quand j'ai utilisé tolérance zéro contre la glandouille. Mais je veux dire la chose suivante, parce que je ne veux pas mentir aux gens. Certains y a été de son jeu de mots, etc. La vérité, c'est que tolérance zéro contre la glandouille, c'est tolérance zéro contre le désœuvrement des jeunes. Donc, il faut mettre en place un dispositif qui évite ce désœuvrement, parce que c'est le désœuvrement qui permet le basculement dans le n'importe quoi. Moi, je fais partie des gens qui disent tout simplement que les jeunes des quartiers, ça vaut le coup de se battre pour eux et avec eux. Voilà. Je veux qu'ils deviennent citoyennes actives de ce pays-là, qu'ils ne soient pas des gens qui subissent tout le temps leur vie. Et je veux pouvoir faire en sorte de leur redonner de l'espoir. Honnêtement, Fadela Amara, qui peut dire le contraire? Qui peut dire le contraire? Oui, par exemple, moi, je suis pour la glandouille, je suis pour que les jeunes ne travaillent pas. Qui peut dire ça? Je peux vous dire tout simplement que toutes les politiques, en l'occurrence, qui ont été menées globalement jusqu'à présent, n'ont pas permis d'endiguer ce chômage des jeunes. Je crois qu'il faut mettre l'accent très fort, justement, sur la lutte contre le chômage des jeunes dans les quartiers en priorité. Mais c'est de l'incompétence, alors, c'est quoi? Non, parce que ça ne sert à rien de dire ils étaient pas mal, non, ils étaient bien, les 18 ministres, ils avaient des choses bien, des choses pas bien. Mais non, ça vous fait rire, mais c'est vrai. Non, c'est pas ça, je rigole pas, non, mais je trouve que c'est un sujet trop grave pour en rire. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je ne veux pas qu'on cherche des polémiques là où il n'y en a pas. La volonté des uns et des autres, elle doit s'inscrire dans la durée. La politique de la ville, pour qu'elle réussisse, il faut qu'elle s'inscrive dans la durée. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas de rupture. Il y a une continuité, mais il y a surtout une nouvelle manière, une nouvelle méthode et une nouvelle façon d'inscrire justement la logique de la politique de la ville. Je vous donne un autre exemple. Attendez, oui, parce que les réactions sont quasi unanimes, à part bien sûr celle de l'UMP qui a adoré le plan, enfin ils ont applaudi et tout ça. Enfin, vous n'êtes pas très surprise, quoi. Hein? Ça me paraît un peu légitime quand même. Bon, d'accord. Alors, mais les autres ont dit tout ça pour ça, du recyclage, du déjà vu, un plan qui fait pchit, note en dessous de la moyenne, dit votre ami Julien Drey du PS, parce que il reste des amis. Non, mais ce que je veux dire, ça ne sert à rien, il faut être honnête. Moi, quand je suis arrivée... Alors attendez, je vous explique comment ça se passe. Moi, quand j'étais responsable associative, présidente de Ni Pute Ni Soumise, j'étais aussi de celles qui disaient il faut aller plus vite, encore plus fort, etc. Quand vous étiez militante de gauche? Oui. Et quand je suis arrivée, j'ai accepté de rentrer dans le gouvernement pour changer la situation dans les banlieues, donc pour rentrer dans l'action cette fois-ci, non plus dans la revendication, mais dans l'action. Je m'affirme comme étant ministre militante. Je n'ai pas changé de ce côté-là. Je veux, moi, pouvoir dire une chose, c'est que de tout ce que j'ai pu voir, il a fallu travailler les dossiers, il a fallu s'informer dans la manière de comment on construit une politique de la ville, etc. Ce que je constate, c'est que, même y compris la Cour des comptes, le rapport de la Cour des comptes le dit très bien, on a injecté des milliards d'euros. Donc, ce n'est pas une question d'argent. Ce qui pose problème aujourd'hui, c'est qu'il faut de l'argent. Pardon, ces milliards, pardon. Il faut de l'argent. Il faut faire en sorte que dans les quartiers, on investit de l'argent. Mais il faut utiliser cet argent sciemment et avec beaucoup de pertinence. C'est-à-dire que 1 euro investi dans un quartier ou en direction des gens qui habitent ces quartiers en difficulté, il faut qu'on connaisse l'impact que ça a, si ça marche ou si ça ne marche pas. Et si ça ne marche pas, il faut rectifier. Et la culture du résultat, elle va permettre justement de mener des vraies politiques qui collent à la réalité du terrain, tout en le faisant évoluer dans le bon sens. Ce qui m'a frappé aussi, c'est un peu le silence radio, par ailleurs. C'est il y a eu des critiques, les critiques socialistes, les critiques communistes. Oui, ça, c'est normal. Ça. Oui, c'est normal, mais vous devez les écouter, quand même. Bien c'est sûr. important. Mais moi, j'ai vu tout le monde, ne vous inquiétez pas, y compris des élus socialistes. D'accord. Oui, ça, vous avez le droit de les voir, oui. Bien sûr. Évidemment. Alors, ce qui me frappe par ailleurs, c'est aussi le grand silence radio, d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de journaux télévisés, il n'y a pas eu de... il n'y a pas eu même beaucoup d'articles dans les journaux. Comme si ce silence radio collait un peu une sorte de défilé de catalogue, comme si on était gêné de parler des banlieues en ce moment, comme si avec le pouvoir d'achat qui touche tout le monde. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, parce que je vais vous dire pourquoi. Je ne suis pas seul à avoir ressenti ça. Pour la première fois, depuis quasiment 2 mois, on parle des banlieues, mais on n'en parle pas... On a plus parlé à Vaux-en-Velin avec vous. Oui, mais on n'en parle pas cette fois-ci, même y compris dans les médias. On n'en parle pas parce qu'il y a une voiture qui a brûlé.
On en parle parce que là, c'est un débat de fond, parce que tout le monde, l'opinion publique, dans sa très grande majorité, veut qu'on règle la situation des banlieues et des gens qui rencontrent des difficultés quand ils habitent dans ces quartiers-là. Et donc, ça veut dire que tout le monde a pu dire son mot. Quand j'ai fait, moi, mes concertations territoriales, on en a organisé 300. Quand j'ai été dans les cités, rencontrer les gens, parler avec eux, je voulais qu'ils construisent justement ce plan Espoir banlieue pour un projet pour la France. Je voulais qu'ils participent, qu'ils deviennent acteurs de cette politique de la ville en la construisant avec moi et à mes côtés. De la même manière, on a rencontré tous les acteurs de 200 tournées régionales. 300 tout. 300. Et j'ai participé personnellement à plus d'une quarantaine. Mais est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez appris spécialement, vous la militante, vous l'ancienne présidente de Ni Plus Ni Soumise? J'ai appris qu'il y avait un besoin de sécurité qui était beaucoup plus important que je le pensais. Qu'avant? Ouais. Pourquoi? L'angoisse monte, la crainte s'installe, la peur s'installe? Parce que, évidemment, que la peur, elle s'installe. Il y a des gens dans les cités qui ont la trouille. Et donc, du coup, c'est pas un sentiment d'insécurité. On est vraiment, dans certains endroits, en insécurité tout court. Et donc, les réunions d'appartements que j'ai organisées, il y avait 2 thématiques qui étaient récurrentes. C'était le chômage des jeunes et la question de la sécurité. Et moi, je suis profondément attachée à ce concept-là du droit à la sécurité pour tous. C'est pour ça que j'ai demandé aussi qu'on fasse en sorte que la police revienne dans ces quartiers-là, pour qu'elle sécurise ces populations. 4 000 policiers de plus, alors là, c'est la seule annonce dont on se souvienne presque. Non, il n'y a pas que ça. Il y a quand même les contrats d'autonomie pour lutter contre le chômage des jeunes. C'est important parce que... Non, on va y revenir après. Mais enfin, en tout cas, sécurité, vous êtes à Donf. À Donfpour. Ah oui. Bon. Ah, moi, le droit à la sécurité pour tous, moi, c'est un concept, c'est un droit pour moi, un droit fondamental. Mais est-ce que c'est vraiment la grande question? Est-ce que c'est vraiment la grande question? Est-ce que c'est une question de policiers en plus? Mais bien sûr, sécurité. Évidemment, mais c'est demandé par les élus de gauche aussi et par les élus de droite qui habitent justement ces banlieues-là et qui voient leurs administrés souffrir justement. Ils veulent de la police de proximité. Est-ce qu'on va leur donner de la police de proximité? Peu importe le nom qu'on lui donne, vous savez c'est bien pas que c'est un important grand pour sujet. moi. Oui, mais l'essentiel pour moi, c'est qu'on ramène justement de la police. C'est un service public, il doit exister dans nos quartiers en difficulté. Dans les quartiers comme ailleurs. Comme ailleurs, évidemment. Alors, inversons, parce que vous avez appris des choses, vous avez senti des nouvelles choses dans les banlieues, etc. Ouais. Mais des bonnes pratiques. Des bonnes pratiques. C'est pour ça que c'est pas révolutionnaire comme plan. Non, comme programme. Non, mais ce qui est intéressant, ce qui est intéressant, c'est que les bonnes pratiques qui existent et qui ont donné des résultats, qui ont été mis en place par les associations, par les acteurs de terrain, par les élus de gauche et de droite, ont donné des résultats. Et nous avons pris ces bonnes pratiques pour les expérimenter ailleurs. Et si ça marche encore bien ailleurs, on va l'étendre sur tout le territoire. Inversons. On ne veut pas faire de gaspillage d'argent. On veut que ce soit pertinent. J'ai compris. Vous étiez extraordinairement économe, l'Auvergnat. On a compris, l'Auvergnat. Qu'a pu apprendre, selon vous, Nicolas Sarkozy à votre contact? Il t'arrive pas à déloger sur vous. Hein. Non, mais attendez. Je voudrais lui rendre hommage pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle accomplit. Fadela n'a jamais appartenu à ma famille, mais elle est venue parce qu'elle pensait que c'était son devoir. Elle est venue avec cette générosité, avec cette sincérité, avec cette volonté qu'elle met dans tout ce qu'elle entreprend. Fermer le banc, ouvrir les violons. Enfin bon, c'est Caravelli et c'est sans violon. Vous vous souvenez, il y avait quand j'étais petit un orchestre comme ça. Mais alors, qu'est-ce que vous lui avez fait? Je ne sais pas, ça serait un peu prétentieux de ma part que de dire que je lui apporte quelque chose. Peut-être une autre vision de la banlieue, peut-être une autre manière de voir les choses. Moi, je suis née dans les banlieues, je connais bien le fonctionnement des cités. Je sais, je suis née d'une famille pauvre, immigrée, donc voilà. Peut-être une autre façon d'appréhender, d'aborder la question des banlieues, d'aller peut-être plus en profondeur. Mais il avait déjà une connaissance assez poussée de la situation des banlieues. Hein, vous avez plus de familiarité avec lui que vous auriez pu en avoir avec Jacques Chirac ou François Mitterrand, par exemple. Me trompe-je? Plus de familiarité avec Sarkozy, non? Non, je ne suis pas familière avec le président de la République. Vous le sentez mieux? Je pense qu'il a un fonctionnement qui ressemble étrangement aux garçons des cités. Allons bon. Ouais. Je pense que dans la manière d'être, etc. Donc, dans la manière d'aller. Caïra un peu, non? Non, je ne veux pas dire ça quand même, tout de même, c'est le président de la République. Non, je dirais tout simplement qu'il va à l'essentiel, ils ont des objectifs, ils sont têtus, donc ils vont très vite à l'essentiel, donc voilà. C'est tout, il n'y a pas d'autres points communs? Lesquels? Je sais pas, vous le connaissez mieux que moi, je sais pas. En dehors de... L'opiniâtreté, je sais pas, l'enthousiasme, c'est ça, tout ça. Oui. Allez, on y va, on fonce, etc. Mais alors... Non, mais il y a quelque chose qui est intéressant et qui ressemble d'un côté ou de l'autre, c'est que quand ils décident, moi je vois bien que dans les cités par exemple, si on aide des jeunes des quartiers à vouloir s'en sortir, on leur tend la main pour leur dire allez, on y va, à Donf, voilà, ils le font. Il faut juste arriver à mettre en place un dispositif. Lui, vous croyez? On s'identifie à lui. Sarkozy. Certains d'entre eux, certainement. Ouais. Même quand il est très racaille, Karcher, machin, etc. Moi, ça ne m'a pas choqué. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Dégueulasse. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y en a d'autres avant qui ont utilisé d'autres mots qui m'ont beaucoup plus blessée
que Karcher et Racaille. D'ailleurs, j'ai dit, si c'est pour utiliser les Karcher pour nettoyer la merde qui existe dans nos quartiers, je suis partante. Parce qu'il y a besoin dans nos cités, à un moment donné, de faire le nettoyage de manière à ce que la majorité des gens qui vivent dans ces quartiers-là, et de nos jeunes aussi en particulier, qui vivent tranquillement et sereinement. Oui, parce que dans nos quartiers, il y a de l'économie parallèle. Moi, j'ai pas envie que tous nos gamins basculent dans l'économie parallèle. Alors, je sais que c'est de bon ton de certains sociologues, etc., de commenter, ou même d'hommes politiques. Il y en a un sur le plateau tout à l'heure, vous allez vous entendre avec. Oui, je le connais. Oui. Je le connais. Et qui nie d'ailleurs l'existence des tournantes. Mais le problème pour moi, il est simple. Je ne veux pas que dans les cités, on perde notre jeunesse. Voilà. J'ai besoin, et je me battrai pour, que la jeunesse des quartiers, elle puisse prétendre à vivre comme n'importe quelle jeunesse qui habite en dehors de ce territoire-là. Voilà. Ils ont des droits, ils ont des devoirs. Il faut qu'ils se lèvent tôt. Il faut respecter les droits, mais il faut aussi exiger les devoirs. Aussi, hein. Voilà. Moi, je suis profondément républicaine. Hein. Il faut qu'il se lève tôt, a dit le président. Enfin, je ne vais pas le dire 3 fois. Mais quand Nicolas Sarkozy a dit pendant la campagne qu'il fallait en finir avec la repentance et arrêter de se battre la coulpe sur la colonisation, vous, la fille d'immigrés, militante de gauche, etc., comment avez-vous réagi ? Sur la repentance, moi, je crois, j'aurais pas utilisé ce mot-là. C'est pas le bon mot, hein, mais c'est lui qui a ce mot-là, mais j'aurais dit tout simplement qu'effectivement, bon, moi, je suis fille d'immigrés algériens. Mon père a mené la guerre d'indépendance côté FLN. Moi, je vais vous raconter en confidence ce que m'a dit mon père. Il m'a tout simplement dit que mon entrée au gouvernement, je ne l'ai jamais dit, mais mon entrée au gouvernement a permis de fermer la boucle. C'est-à-dire qu'il considère aujourd'hui que nous sommes réconciliés les uns et les autres. Parce que lui, immigré algérien, militant FLN, est arrivé en France pour des raisons de misère économique. Sa fille, à un moment donné, est appelée par le président de la République à participer à ses côtés pour le projet de la France. C'est pas un truc extraordinaire, ça ? Il était très ému ? Très, très ému, oui, oui. Je pense même que d'ailleurs, on a un peu donné du sens à son immigration. Voilà. Azouz Begag, ancien ministre à l'égalité des chances au gouvernement Villepin, a réagi au plan que le président Nicolas Sarkozy a présenté vendredi. Écoutez sa réaction, c'est son droit de riposte. En 2008, résonne encore dans la tête de centaines de milliers d'enfants des banlieues 2 mots. Karcher et Racaille. Je pensais, malin comme il est, que ce matin, il allait dire à tous ceux qui ont pu se sentir blessés par mes propos orduriers, je demande pardon. C'était la repentance que j'attendais. Puis j'ai regardé ma montre, je me suis dit, mais c'est bien sûr, nous sommes à 3 semaines des élections municipales, et comme il y a une raclée électorale qui s'annonce, il faut qu'il revienne sur le terrain de l'insécurité, qui est son terrain de prédilection. Il adore. Quelles sont les plus-values qu'ils ont apportées par rapport à tout ce que Dominique de Villepin et son gouvernement ont fait, c'est-à-dire avec moi, en termes de diversité et d'égalité des chances? Quelles sont les nouveautés? 0 pointé. Il n'y a rien. 0 pointé, il n'y a rien. Je voudrais juste rappeler... Vous réagissez, oui, évidemment. Je voudrais juste rappeler à Azouz que la haine ne produit rien de positif. Voilà. Je pense que instrumentaliser la jeunesse, effectivement, il y a eu le mot Karcher et il y a eu le mot Racaille. Bon. À partir de là, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut qu'on construise 2 France qui se divisent tout le temps et qui se regardent en chien de faïence et qui se détestent? Ou est-ce qu'il faut qu'à un moment donné, on ait une responsabilité politique et qu'on se dise c'est la même France et qu'il faut qu'ensemble nous vivions dans le même espace commun, dans le respect des uns et des autres? Ou est-ce qu'il faut qu'à chaque fois, quand on est dans cette forme de haine justement, parce que de la haine d'Azouz sur contre Sarko, contre Monsieur le Président de la République. Donc, est-ce que ça veut dire qu'à un moment donné, on ne peut pas, à un moment donné, arriver à se dépasser et à construire intelligemment un projet qui nous dépasse les uns et les autres et qui s'appelle le projet France? Pour lui, ça passe pas du tout pour Azouz Begag. Oui, mais ça, pour lui. Moi, ce que je ne veux pas, c'est qu'on instrumentalise justement, parce qu'il y a d'autres personnes à gauche qui ont utilisé d'autres mots qui étaient blessants, etc. Moi, je me rappelle que quelqu'un avait dit les petits sauvageons. C'est pas pareil. Mais ça m'avait blessé quand même, parce que sauvageon pour une fille d'immigré algérien, ça veut dire quelque chose dans la guerre d'indépendance. Donc, mais ce que j'en terminerai là. Je crois que dans les cités, on n'a pas besoin d'être instrumentalisé pour asseoir un discours ou pour asseoir des haines des uns et des autres. On a besoin d'une chose, c'est d'être respecté, c'est de se sentir appartenir à la nation, c'est de savoir qu'on a des devoirs, oui, mais on a aussi des droits qu'il nous faut les uns et les autres respecter. Mais est-ce que vous, sur le terrain, puisque vous êtes beaucoup sur le terrain, est-ce que vous ressentez le fossé qui se creuse entre le président et les Français ?
Moi, je pense tout simplement que c'est très compliqué, très difficile quand on est président de la République, quand on est au bout de 7 mois de gouvernance, que c'est compliqué parce que les choses, quand on lance des grandes réformes comme ça a été lancé ces derniers temps, ça met du temps à avoir ça met du temps à produire ses effets. Voilà. Et donc, à un moment donné, comme tous les autres présidences par ailleurs, à un moment donné, effectivement, on est en haut dans les sondages et puis à un moment donné, on chute et puis ça reprend. Moi, j'attirerai juste votre attention sur un fait et je me méfie, moi, je le dis très clairement, des sondages. Même ceux qui vous trouvent très populaire, qui vous placent oui. dans le peloton de tête. Oh, pas encore. Pas encore. Non, mais c'est sympa, mais je fais très. Moi, je n'ai pas les yeux rivés sur les sondages. Voilà. Moi, j'ai juste envie que ça change dans notre pays. Je pense qu'il doit y penser. Je ne sais pas, je ne le connais pas intimement pour savoir, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est pas, on ne fait pas de la politique en ayant les yeux rivés sur les sondages. On a l'impression, mais ça, c'est la réponse qu'on fait tout le temps quand on parle de sondage. Vous avez vu ça alors là, il faudrait innover. Là, Fadela, il faudrait innover. Parce que l'histoire de moi, je ne fais pas, je m'intéresse pas au sondage. Moi, je ne les regarde pas, je vous promets que je ne les regarde pas. C'est bien d'être aimé, tant mieux, parce que ça donne un peu plus de force, etc. Mais vous inquiétez pas, quand je vais dans les quartiers, par exemple, ou ailleurs, dans mon propre bâtiment, là où j'habite, il y a des gens de droite, de gauche, il y en a qui regardent globalement. Je reçois des mots, des fois on me dit Fadela, c'était bien, d'autres fois on me dit c'est pas bien, etc. J'ai déjà mon propre bâtiment qui me titille à chaque fois. Et alors, votre bâtiment là, pour l'instant, j'ai votre Sarko non, la moitié votre Sarko, l'autre moitié a voté à gauche. Donc, moi, j'ai une tendance, un panel, moi, du peuple français. Et vous avez voté à gauche. Oui. Et vous voterez à gauche la prochaine fois, vous avez dit. C'est pas sûr. Je voterai en suivant les projets. Je voterai en suivant les projets. Voilà. Je crains, moi, que la gauche, elle s'est perdue ces derniers temps. Donc, il y a besoin quand même aussi d'avoir une visibilité sur tout ce qui se passe. Mais quand le président, elle risque de se retrouver beaucoup. Mais quand le président de la République abonde dans le sens de ce que nous avons programmé pour Espoir banlieue, une dynamique pour la France, pour tous les dispositifs, vous comprendrez que c'est un peu difficile pour moi de dire que c'est compliqué de dire ouais, il a tort. Voilà. Parce qu'on l'attendait depuis longtemps quand même. Est-ce que vous pensez, comme Ramayad, votre ami et votre collègue, que mes confrères et moi, votre consoeur, pardon, est-ce que vous pensez que mes confrères et moi, nous sommes des charognards en ce qui concerne le président, etc. On pratique la chasse à l'homme, comme ça, etc. Non, moi je n'aurais pas dit de cette manière-là, mais je pense que Rama, qui est très proche du président de la République, a plutôt réagi d'un domaine de l'affect, à mon avis. C'est des mots terribles, vous savez, traiter les journalistes charognards. Oui, moi j'aurais pas dit ça. Je pense sincèrement, par contre, que dans la très grande majorité, les journalistes font leur travail tranquillement et sereinement et avec déontologie et éthique. Il y en a quelques-uns, non. Il y en a quelques-uns, quand ils vont fouiller dans les poubelles, non. Non. Vous parlez du SMS, là, du SMS qu'ils leur ont envoyé, etc. Vous pensez à ça? Non, je pense à un bouquin qui va sortir et qui visiblement, on a été fouillé dans les poubelles, on est rentré dans les chambres du président de la République à des moments précis. J'ai vu une émission qui m'a profondément choquée par cette attitude-là de personnes qui ont écrit ce livre. Je ne pense pas que notre pays s'honore, de ça. Et je ne pense pas que l'opinion publique en général soutienne ce type d'action et d'activité. Avant de rejoindre nos autres invités, je vous propose de revenir à l'annonce vendredi de ce fameux plan de Sarkozy, Espoir banlieue, le vôtre remodifié, retravaillé. On va en parler pendant tout le débat avec nos amis là. Nous y étions, bien sûr, nous aussi, dans la cour de l'Élysée, avec l'équipe du Bondi Blog. Alors, l'équipe du Bondi Blog, c'est un blog formidable que vous connaissez sûrement. Et avant de les rejoindre, nous avons recueilli le sentiment à chaud à la sortie de l'Élysée de deux de ces blogueurs, Nordine Nabili et Axel Hard. C'est leur droit de riposte. Tout de suite, le débat. Après. Écoute, Fadela Amara, tout ça pour ça. Non, vraiment, j'ai été un peu déçu. Je pense qu'on a parlé d'un plan Marshall et finalement, il n'y a pas les moyens. J'ai pas vu vraiment beaucoup de chiffres. Donc moi j'ai peur quand même que, encore une fois, ça traîne et que finalement il n'y ait pas grand-chose. C'est le catalogue de la redoute, quoi. On a dit plein de choses, on a reformulé des choses qui existent déjà. Sarkozy ne s'adresse pas aux populations des quartiers, il s'adresse à une autre population. Il veut la rassurer, il veut lui donner quelques gages en réalité pour montrer qu'il a de la fermeté, tout ça. À chaque fois qu'on s'adresse, à chaque fois qu'on parle des questions de banlieue, on ne s'adresse jamais à cette population qui réellement est en souffrance. Je pense que les gens des quartiers ont besoin d'être plus aimés, plus d'amour. On a besoin d'être aimés finalement. On a besoin d'être aimés, disent ces jeunes blogueurs. Besoin d'être aimés, ils ne sentent pas qu'ils sont aimés. Alors, où est l'amour, Fadela Amara ?
Mais moi, je pense que l'amour, c'est d'abord et avant tout de faire en sorte que les gens des quartiers soient les acteurs de leur propre vie. Voilà. Moi, je ne suis pas pour le discours misérabiliste, je ne suis pas pour le discours victimaire qui les amène à subir leur vie. Je suis plutôt pour qu'ils deviennent les acteurs de leur propre vie. Et je pense que dans les quartiers, en réalité, on a besoin d'une chose, effectivement, on l'a dit là, on a besoin d'amour, on a besoin de reconnaissance, on a besoin d'être respecté. On a besoin de travail, on a besoin d'éducation, on a besoin de santé, etc., etc. Tout ce qui manque un peu. Et puis on a besoin surtout de rétablir l'égalité territoriale qui permet justement que ces quartiers redeviennent encore une fois des quartiers populaires où il faut bon vivre. Et pas les quartiers, les territoires perdus de la République, comme on disait dans un bouquin célèbre. Hein. Laurent Mukeli, tout à l'heure la ministre a parlé de vous, en disant... Elle vous connaît bien, elle connaît vos positions, etc. Là, comment vous avez ressenti ça alors, eux, ils disent qu'il n'y a pas d'amour, etc. Comment vous ressentez, Laurent Mukeli, la situation après l'annonce du président, vendredi? Écoutez, d'abord, je ne suis pas sûr que Mme Amara me connaisse bien. Je crois qu'elle n'a pas lu mon livre, mais c'est pas grave. Comment je reçois ça? Qu'est-ce que je voulais que je vous dise, moi? Je ne sais plus quelle politique avait dit un jour les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Donc on est très déçus quand on attendait beaucoup. Moi, j'avoue que j'attendais pas beaucoup, compte tenu du contexte, qu'on savait des budgets de ce énième plan. Vous n'attendiez rien, donc vous n'êtes pas déçu. Donc je suis pas très déçu parce que je n'attendais pas grand-chose, je veux dire. Bon, alors on va faire un petit tour de table. Alors vous, monsieur Amouche, par exemple, vous êtes recruteur, hein, vous vous occupez d'emploi dans les banlieues. Comment vous avez ressenti ce plan? Moi, j'ai ressenti ce message comme étant un message qui est... très clair, c'est-à-dire que là, cette fois-ci, on sort du déni. On est dans une situation où on explique qu'en banlieue, il y a des problèmes, on les assume, ils existent. On parle d'échec de la carte scolaire, on parle de problèmes de ghettoisation, on parle de discrimination à l'emploi, de discrimination. C'est pas nouveau. On assume. C'est pas nouveau. Hein. Sauf que on est dans une nouvelle posture où on considère que la situation est grave et il faut mobiliser tous les acteurs du gouvernement pour pouvoir trouver des solutions. C'est ça qui vous paraît novateur. Je pense que là, vraiment, on est dans une expression du déni. On sort du Pourquoi vous appelez ça le déni? Parce qu'avant, on faisait comme si on voulait pas voir la réalité, on ça y est. vous surprend ce que je dis? Oui. Eh ben, c'est pourtant la réalité. Bon, alors monsieur Dufresne, David Dufresne, journaliste Mediapart, Libération, maintien de l'ordre, bouquin. Il connaît bien les problèmes de police. Oui, et notamment de comment Nicolas Sarkozy a fait du maintien de l'ordre un outil politique. Et on reviendra, je pense, tout à l'heure sur sa sortie sur la sécurité. Par rapport aux annonces qui ont été faites vendredi, je suis navré, monsieur, elles sont dans la continuité exacte de la pensée, grosso modo, qui est de dire justement individualisation maximale. S'il y a un problème, ce sont les gens eux-mêmes qui créent les raisons de ce problème. Et c'est en ça qu'à mon avis, ce plan... Mais quoi, les gens n'ont aucune responsabilité dans ce qui leur arrive? Non, mais bien sûr que quand non. même pas. Mais vous faites l'avocat du diable, vous avez bien raison. Vous avez bien raison. Oui. Mais actuellement, la voie, la vraie pensée et que vous avez mis en place là vendredi, c'est la même chose depuis maintenant. D'ailleurs, et c'est très intéressant que ça vienne de vous. Car ça vous, Madame Amara. De vous, Madame Amara, parce que ça vient de la gauche. C'est-à-dire que c'est à partir du moment où après, en 90-91, où il y a à nouveau des émeutes dans la région lyonnaise, on voit bien comment la gauche sort de sa vision classique des causes sociales pour aller sur le terrain de l'individualisation. Et le discours de vendredi, c'est ça. Et j'ajoute une chose. C'est levez tôt et l'État vous aidera. Levez-vous tôt et l'État vous aidera, c'est ça? C'est ça ce que vous appelez l'individualisation? C'est-à-dire le regard sur chacun des individus? C'est pas forcément une faute, ça? Non, bien sûr que non. Mais ce sont des phrases beaucoup plus blessantes. Par exemple? Allez vite parce qu'il faut que je fasse le tour du table. Alors, vous êtes chômeur ou délinquant? Vous retrouvez, c'est Sarkozy dans le texte, c'est sur le site de l'Élysée, vous êtes chômeur ou délinquant. C'est une phrase... Si vous êtes en échec scolaire. Si vous êtes en échec scolaire. Bon, on n'est pas en échec scolaire uniquement par sa faute, parfois, quand même. Il faut quand même que je réponde parce que ça... attendez, on fait un petit tour de table. Vous voulez pas 3 secondes? Non, parce que si on commence, on n'arrête plus. Alors, monsieur Milly. Oui, moi je pense qu'on est un petit peu resté quand même sur notre faim par rapport au discours du président de la République. On s'attendait quand même à un peu plus de mesures bien concrètes. Et là, on a vu qu'il a à peine survolé les thèmes bien concrets qui créent pas mal de conflits dans nos quartiers, à savoir l'emploi, la discrimination, le logement.
Et là, on l'a senti vraiment à l'aise et il a pris le temps d'expliquer les choses. C'est encore une fois sur le plan de la sécurité. Donc, on a vraiment senti ressurgir l'ancien ministre de l'Intérieur lorsqu'il a s'agi de parler de sécurité, avec un renfort de 4000 policiers. Donc là, on a tout de suite des chiffres, 4000 policiers. Et sur le reste, pas assez de chiffres, c'est ça ? Sur le reste, pas assez de chiffres. Le budget, on ne sait pas d'où il va venir. Donc, les mesures concrètement, comment elles vont être mises en place, avec quels moyens. Donc, c'est vrai que ça a été. Mais il y en a qui disent c'est pas au président de la République de donner des chiffres, c'est au ministre. C'est pas au niveau du président de la République. Oui, mais pourquoi 4000 policiers alors ? Parce que les policiers ils connaissent, je sais pas. Au départ, c'était quand même à Madame Amara d'annoncer ce plan banlieue à Vaux-en-Velin. Ensuite, le président de la République a voulu prendre ça en main et annoncer ça lui-même. Donc, les gens, ce qu'ils ont pensé, c'est qu'il allait vraiment tout expliquer, en plus en invitant pas mal d'associations à l'Élysée. Donc je pense qu'ils ne sont pas venus que pour les petits fours, mais entendre aussi les mesures concrètes qu'il allait pouvoir annoncer. Dernière personne du tour de table, Alain Bentolila, linguiste fameux, émérite, etc. Alors vous, parce que je disais, c'est aussi une question de mots, la banlieue. C'est intéressant de prendre le problème autrement aussi, enfin pas autrement, si vous voulez, un axe différent. Ce qui m'intéresse dans le discours qui est tenu et qui vient d'être tenu par Madame Amara, c'est le fait qu'elle pose le problème de la ghettoisation. Et elle dit que la ghettoisation, c'est notre faute. C'est pas la faute des gens qui sont ghettoisés, c'est notre faute parce qu'on a favorisé la mise ensemble dans des lieux confinés de jeunes gens, de jeunes filles et de leurs parents, en quasiment leur interdisant d'en sortir par plein de côtés, dont la langue. C'est-à-dire que la langue qui s'est fomentée dans ces lieux confinés rend beaucoup plus difficile la capacité d'en sortir. Ce que je voudrais vous dire simplement maintenant, est la chose suivante, c'est que en posant le problème comme vous le posez, vous ne pouvez pas en même temps promettre à court terme des changements. Pourquoi vous dites ça ? Parce que ça fait des dizaines et des dizaines d'années qu'on a accepté que cette situation dégénère et fabrique des gens qui ne vivent qu'entre eux et qui ont beaucoup de mal à s'en sortir. Et il faudra des dizaines d'années pour qu'on change véritablement les choses. Dire aujourd'hui, il suffit d'eux pour, dans un an, 2 ans, par exemple, le plan rénovation urbaine, c'est un grand truc qui marche. Mais 35 milliards, on casse, on remodèle, on rénove. Non, mais ça, vous ne pouvez pas dire que rien n'a été fait. Les conséquences sur l'humain prendront du temps. Et il faut que les gens ne se leurrent pas. Ça prendra du temps parce que, pendant trop longtemps, on a accepté que les choses soient comme elles ont été. Oui, mais enfin, on a fait des choses. Enfin, on revient toujours à la question de l'alcôve, qu'on posait là, tout à l'heure quand on était en tête-à-tête. Là. Il n'y a pas eu rien fait depuis 18 ans. Enfin, 18 ministres, 30 ans. Enfin, c'est pas possible. Enfin, ou pas tous nuls, quand même. Madame Amara, alors, vous avez entendu l'ensemble des critiques et des réflexions et des appuis. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je pense d'abord, d'une part, que c'est très important que les uns et les autres puissent s'exprimer justement sur le programme en direction des banlieues. Ce qui est très important surtout, c'est que ça démontre une chose, c'est qu'il y a une attente énorme. Énorme. Moi, je l'ai vu quand on a fait les concertations territoriales, quand on a rencontré les acteurs, quand on a vu tous les élus de tous bords, quand on a reçu les associations des maires de banlieue, dans lesquelles il y a M. Dillin, M. Lemoine, il y a M. Pouponi, Sarcelles, etc. Bon. Où on a eu une écoute très forte. Je veux aussi te dire que le rapport de la Cour des comptes est très clair. M. Seguin a fait des déclarations hier matin qui étaient très intéressantes parce qu'il dit la chose suivante, et je partage, et c'est d'ailleurs aussi le rapport du Sénat qui le dit très bien aussi, qui est assez critique sur la politique de la ville. On a investi énormément d'argent. Il y a eu des bonnes volontés. Tous les ministres qui se sont succédés ont envie de faire des choses. Et certains, je termine. Allez-y. Ils ont fait des choses, d'autres ont marché, d'autres pas. Ce qui est nouveau, et c'est ça qui est intéressant, c'est que les dérives de ces dernières années, c'est quoi ? C'est qu'aujourd'hui, par exemple, quand je suis arrivée, moi, en fonction, je découvre tout de même que la politique de la ville est menée par ou le ministre de la ville ou le secrétariat d'État à la ville. C'est-à-dire que ce n'est pas l'engagement de tout le gouvernement, en réalité, de tous les ministères. Aujourd'hui, le président de la République, qu'est-ce qu'il a dit ? Et vous l'avez souligné, monsieur, il dit quoi ? Il dit aujourd'hui, c'est
tous les ministres qui vont s'y appeler. Tous sur l'estrade. Tous les ministères aujourd'hui vont s'adapter à la situation des quartiers et vont mener des actions en direction des quartiers. D'où le fait qu'il y a de l'argent, puisque chaque ministère, jusqu'à nouvel ordre, a un budget spécifique. Donc l'éducation va être présente, va y avoir un investissement massif, notamment en créant les pôles d'excellence dans les quartiers, notamment en renforçant justement le soutien scolaire des gamins en situation de difficulté, etc., etc. En créant aussi les internats de réussite éducative, etc. Et donc, les écoles d'achat de chance, on y reviendra. David Dufresne. Non, mais ce que je veux dire, et ça c'est très important, c'est que, aujourd'hui, c'est la mobilisation de tous les ministères en direction des quartiers prioritaires. C'est aussi la gouvernance, parce qu'il y a un problème, on ne sait pas qui gouverne ou qui donne, qui est cette unité de commandement qui va décliner cette politique de la ville et obliger chaque ministère à faire ce travail-là. Eh bien, il y a le CIV qui a été réactivé. La dernière fois qu'on l'a réuni, c'était juste après les émeutes de 2005. Après, il n'y a plus rien eu. Plus rien. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a une unité de commandement rattachée auprès du Premier ministre François Fillon, avec tous les ministres qui seront présents et qui vont mener la politique déclinée en grande ligne par le président de la République. Recommençons le tour de table. David Dufresne. Je voulais juste dire, sur ce que vous avez dit à la fin, vous avez entièrement raison, et c'est une bonne chose que ce soit interministériel. Là-dessus, nous sommes tous d'accord. Mais sur la question de l'argent, sur laquelle vous revenez énormément, je constate une chose, c'est qu'on prend 500 millions, c'est le seul chiffre donné, qui a été donné à Grenelle pour le mettre dans les banlieues, alors qu'après le Grenelle de l'environnement, on nous avait expliqué qu'il n'y avait pas d'argent. Donc le pas d'argent de l'environnement, vous le prenez pour les banlieues. Donc en gros, il n'y aura pas d'argent de pas d'argent. Hein. Et deuxièmement... Je ne sais pas où vous avez trouvé ça, mais bon... Si. Continuez. Excusez-moi, c'est dans vos propres services. Il n'y a pas d'argent, je peux vous montrer des communiqués. Il n'y a pas d'argent, je peux vous montrer des communiqués de la police, j'en parlerai tout à l'heure. Il y a 4 milliards qui ont été engagés dans le Grenelle de l'environnement. Oui. Ça veut dire qu'il n'y a pas. Il y a 500 millions qui ont été donnés uniquement pour le désenclavement des quartiers, quand même. Et surtout, venant du Grenelle de l'environnement. C'est pas de l'argent. Venant du Grenelle de l'environnement, donc c'est-à-dire 500 000 euros, honnêtement, disent les gens, c'est pas beaucoup. Pardon. Il faut expliquer la chose suivante pour que tout le monde comprenne, c'est que l'État... Oui, mais quand même, je ne veux pas qu'on dise des mensonges non plus. L'État, la compétence de 500 millions... Oui, mais la compétence des transports, elle appartient aux collectivités territoriales. Donc ça fait 500 millions de moins. En même temps, allez-y. Ça fait 500 millions de moins pour le Grenelle de l'environnement, on est bien d'accord. Pourquoi les quartiers n'ont pas le droit d'être désenclavés ? Mais bien sûr que si. Bien sûr que si. Et c'est justement là où je veux en venir, mais sans polémiquer, je vous assure. Désenclaver, expliquez bien. Je ne veux décourager personne. Ça veut dire quoi ? Quand on est dans une banlieue, on est complètement relégué dans sa banlieue, on ne peut pas en sortir. Clichy, par exemple. Tout dépend de vous prenez Clichy-sous-Bois. Effectivement, Samir peut en parler mieux que moi. Allez-y. Il faut à peu près 1h20 pour rejoindre le centre de Paris. Pourtant, on est à quelques kilomètres de Paris. C'est ça le désenclavement. 11 km à vol d'oiseau. 15 km à vol d'oiseau. Bon. Donc, voyez, c'est ça le désenclavement, c'est-à-dire effectivement pas de transport et ainsi de suite. On a un boulot, par exemple, on ne peut pas y aller. On a la chance d'avoir un boulot, on ne peut pas y aller parce que c'est trop loin, il n'y a pas de bus pour y aller, on ne peut pas y revenir, c'est ça ? C'est ça le désenclavement, pour être clair, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est la plateforme aéroportuaire de Roissy qui se trouve à peut-être 15 minutes en voiture. Quand vous n'avez pas de voiture pour travailler... L'enclavement, c'est ça, c'est qu'on est prisonnier dans son endroit. Qui est un terreau d'emploi extraordinaire pour les jeunes, justement, de Montfermeil. Mais si on ne peut pas y aller, effectivement, c'est bien joli d'avoir des créateurs d'emplois. Et c'est du domaine de la compétence des collectivités territoriales, le transport. La question de l'argent. L'État se réengage justement. Alors, finissons sur la question de l'argent, parce que la fiscalité, on n'en a pas parlé de la fiscalité. Bah oui, mais je sais bien. Vous n'êtes plus militante, vous êtes ministre militant, vous avez dit. Ok. Alors, si vous étiez vraiment militante en étant encore ministre, vous demanderiez de l'argent. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi vous venez ici en nous disant on a déjà donné beaucoup d'argent. C'est le rôle de l'État. Le rôle de l'État, c'est de distribuer l'argent. Et ce qui se passe là, en ce moment, depuis 20-30 ans, c'est que l'argent est mal distribué. Alors sur le gaspillage, on est d'accord. Oui, mais il est mal distribué, il est trop peu distribué. Pardonnez-moi. Quand M. Nicolas Sarkozy arrive au pouvoir, il y a 15 milliards. Pour les 30 riches. milliards. Et il y a 1 milliard là que vous annoncez et tout de suite votre ministre de tutelle dit non, tu n'annonces aucun chiffre s'il te plaît. Bon, et donc vous n'annoncez aucun chiffre. Mais je peux répondre quand même, parce que ça me paraît... Répondez, mais là, vous savez que c'est une critique qui revient très souvent. Il ne s'est pas étendu, c'est le moins qu'on puisse dire, sur la fiscalité. Entre les communes. Les sénateurs, le rapport du Sénat, comme le rapport de la Cour des comptes, le Sénat, il y a quand même de gauche et de droite. Je veux dire, ils sont clairs. Vous écoutez aussi, d'ailleurs, les associations des maires de banlieue, tous les acteurs de terrain vous le diront. Même moi, qui étais responsable associative à une certaine époque de ma vie, je trouvais quand même qu'il n'y avait pas assez, justement. Il n'y avait pas assez. Sauf qu'aujourd'hui, je découvre, quand je rentre dans le gouvernement, au poste
poste où je suis, donc au poste où on est censé faire bouger les choses, être en action, et c'est ce qui est en train de se faire, je découvre que la politique de la ville, en réalité, ce petite cerise qui devrait être amenée sur le gâteau, elle s'occupe à elle seule des quartiers prioritaires. Donc il y a la mobilisation de tous, on l'a dit, la question de l'argent. On a investi énormément d'argent, c'est quand même moi qui le dis, c'est quand même extraordinaire. On a investi, je ne dis pas qu'il n'en faut pas, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, il en faut évidemment, mais il faut qu'il soit utilisé avec pertinence cet argent. 1 euro investi dans les quartiers et en direction des gens qui habitent les quartiers, c'est important qu'on connaisse l'impact. Mais sinon, pourquoi pas ça un va mot être sur la fiscalité, la répartition entre les communes riches et les communes pauvres? Qui osera s'attaquer à ce problème? Le débat, il a été dit. Il a demandé qu'une réflexion de l'Intérieur. Une réflexion soit faite avec le ministre de l'Intérieur, le Premier ministre et les élus. Mais vous avez dit rien ne sera possible sans cette répartition nouvelle de la fiscalité. Moi, je pense que moi, je pense qu'il faut la réforme de la fiscalité. On ne peut pas gérer une ville pauvre de la même manière qu'on gère une ville qui a des pauvres. Voilà. Donc à partir de là, la réflexion, oui, bien sûr. C'est alors, évident. qu'est-ce qu'on attend? On fait comme si on se disait, tiens, le président s'est exprimé. Une ville pauvre, c'est pas les mêmes moyens qu'une ville riche. Enfin, on le sait, tout ça. Mais le président s'est exprimé. Il y a un comité de réflexion qui va être créé, dans lequel il y a le Premier ministre, la ministre de l'Intérieur et les élus des collectivités territoriales concernées. On recommence. Qui va préparer la réforme, qui va être après, à suite, assis par la loi sur il faudrait expliquer aux maires qui attendent et qui s'impatientent. Vous avez vu les réactions des maires? Oui, mais là, ils sont plutôt dans la réaction. Ils ont pas tout à fait tort, moi je les ai soutenus. C'est que la péréquation dans le cadre de la DSU, malheureusement, il y a une perte. Dotation urbaine de solidarité. Aujourd'hui, il y a une perte de 24 millions d'euros. Moi, j'aurais souhaité qu'on les rapporte dans le panier de manière à ce qu'on puisse parler de réelle solidarité. Mais c'est l'application de la loi qui nous a amené à ça. Résultat du compte, c'est vrai que les maires de Clichy et le maire de Montfermeil ont râlé avec Pupponi. Mais honnêtement, il n'y a pas des moments où vous avez envie de râler, vous aussi? Ah, moi, je râle tout le temps. Oui, mais alors... je râle tout le temps. Mais là, vous devriez. Mais j'arrête pas, je râle tout le temps. Je râle tout le temps parce que j'ai envie que ça avance, j'ai envie que ça bouge, j'ai envie que dans les quartiers, justement, depuis le temps qu'on attend, il y ait des choses concrètes, notamment pour la jeunesse, etc. Mais ça ne se fait pas en 48 heures, ce qui est intéressant. C'est pour ça que je dis que c'est pas qu'une question d'argent. C'est aussi des méthodes de travail qu'il faut mettre en place, c'est des outils d'évaluation qu'il faut mettre en place. Monsieur Bukele. Bon, je crois qu'il y a un moment, les paroles, les principes, les idées, c'est très bien. Il y a un moment donné où il faut rentrer un petit peu dans le concret. S'il n'y a pas de sous dans ce fameux discours, c'est pas par hasard. Il y a 4 raisons à ça, à mon avis, et qui sont des raisons implacables, face auxquelles il ne faut pas être naïf et il faut dire les choses et pas endormir les gens, leur dire la réalité. La première, c'est qu'on est en février 2008. Donc le budget de l'État en 2008, il est bouclé depuis belle lurette. Donc si on avait voulu qu'il y ait tout de suite des impacts majeurs, etc., on aurait commencé bien avant, on l'aurait mis dans la loi qui prévoit le budget pour 2008. C'est évidemment trop tard. Donc on peut jouer qu'à la marge, déplacer des budgets. On a pris l'exemple des transports. On déplace comme ça des masses, on rajoute un petit quelque chose, on économise là, on remet ailleurs. Voilà. La deuxième raison, c'est que le gouvernement avait fait des projets de croissance pour 2008 qui paraissent très mal engagés. Donc il y a encore moins de sous dans les caisses d'État que ce qu'on croyait. La troisième raison qu'il faut aussi connaître, et il faut dire les choses, un budget, pour apprécier son importance, il faut le comparer à quelque chose. C'est la seule façon d'apprécier l'importance de quelque chose, on le compare à autre chose. Comparons. Ça a été évoqué à l'instant. Le gouvernement, l'été dernier, a fait voter un paquet fiscal, quand on sait qu'il vise les ménages les plus aisés, à hauteur de 15 milliards. Donc quand on annonce 1 milliard ou même la moitié d'1 milliard, ça dit clairement une chose, mais que tout le monde sait. Il l'a déjà dit. Oui, mais ça dit clairement une chose que tout le monde sait, mais qu'il faut dire dans sa plus grande généralité, qui est que la question des quartiers populaires, la question des habitants des quartiers populaires n'est pas une priorité pour ce gouvernement. Ce qui est logique. Pourquoi c'est logique? Mais parce que c'est un gouvernement qui a une orientation idéologique très claire. C'est un ministre, un président qui a rappelé qu'il reniait rien de tout ce qu'il avait pu dire de méprisant sur les habitants. C'est un gouvernement qui est clairement de droite, classique, assez dur même, qui protège certaines catégories, qui se moque un peu d'autres. Enfin, il faut dire les choses, c'est la vérité. C'est ça, il faut l'assumer. Je pense que Mme Amara ne pense pas comme vous. Et puis, quatrième... Attendez, terminez parce que M. Amouche a demandé la parole. La quatrième raison pour laquelle on ne parle pas de sous, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde sait que les questions de fiscalité, ça se joue en particulier au niveau local, dans le partenariat, et la question massive qui se pose est celle de la redistribution de la solidarité intercommunale. Et la quatrième raison, c'est qu'on est à un mois des municipales, et que c'est un sujet qui est chaud, qui fâche, voilà, parce que certains vont dire... Ça s'arrangera après, on va me prendre à moi. Une petite espérance. Ça s'arrangera après les municipales avec possible, les nouveaux élus. En tout cas, la quatrième raison, c'est également ça, c'est qu'on a peur de fâcher. De peur de fâcher qui? Son électorat?
Son électorat, bien sûr. Et ses militants. Parce que si on veut donner un petit peu plus aux quartiers pauvres, on va peut-être falloir le prendre un peu aux quartiers riches. On a peur de fâcher les élus de droite, c'est ça que vous voulez dire. Enfin, ce que vous dites d'ailleurs. Bon. Et les élus de gauche, parce qu'il faut quand même savoir que les montées en puissance... Là, sur ce point, je partage en réalité ce qui vient d'être dit sur le dernier point. Le vrai problème, c'est que nous avons des vrais égoïsmes politiques. C'est-à-dire que vous avez des élus de droite et des élus de gauche qui ne veulent pas justement cette discussion-là. Parce qu'ils savent pertinemment qu'on va leur enlever pour donner justement à ces villes pauvres. Et ça, c'est un vrai débat politique et c'est le débat de fond. Non, monsieur Hamouche. Mais je le provoque, monsieur, vous inquiétez pas. Vous, peut-être que vous êtes sourd et que vous n'entendez pas, mais si vous lisez un petit peu les médias, vous saurez que c'est moi qui l'ai posé sur la table un peu. Non, David Dufresne n'est pas sourd. Attendez. Ne soyez pas sourd aux arguments de monsieur Hamouche. Allez-y. Moi, je crois qu'aujourd'hui, dans le fond, finalement, sur cette question financière, il faut comprendre que, il a été dit, les caisses sont vides, il faut chercher de nouvelles méthodes, il faut innover. Je crois qu'il y a besoin aujourd'hui, dans le fond, de quitter la démarche sociale dans laquelle on est depuis des années, et on connaît les mythes de cette démarche sociale, ce qu'elle a produit, les injustices qu'elle a fait naître, les discriminations qu'on connaît sur le territoire, et penser à rentrer dans de nouvelles typologies en fait, de réflexion qui consistent à dire on peut être aussi à un moment donné dans des démarches socio-économiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'il y a un problème de chômage dans les entreprises, dans les quartiers, eh bien, il faut aussi s'intéresser aux besoins des entreprises à un moment donné. De quoi les entreprises du CAC 40 ont besoin comme type de savoir-faire, comme type de main-d'œuvre, et comment les associations comme nous, le service public de l'emploi, peut faire naître de nouvelles idées qui puissent mettre en lien, en fonction du besoin de l'entreprise, les candidats qui aujourd'hui ne trouvent pas de travail. Et je crois que c'est un levier financier à ce moment-là, puisque si on répond aux besoins de l'entreprise, elle va financer le service qui consistera à mettre en emploi un certain nombre de candidats qui sont aujourd'hui au chômage. Justement, à propos des entreprises, alors je voudrais que nous donnions la parole à un chef d'entreprise qui est dans le public, Karim Ladjal. Bonjour, levez-vous s'il vous plaît, bonsoir, je suis ravi de vous accueillir. Vous dirigez une très grosse entreprise de transport dans le 93, là où vous êtes né ou à peu près. Votre parcours est la preuve qu'on peut créer son entreprise. Vous l'avez fait à 22 ans, vous. 22 ans. Vous étiez gamin, même sans diplôme. Vous n'aviez pas de diplôme, et même en venant d'une cité difficile, etc. Alors, on écoute votre témoignage et dites ce qui manque pour que ça soit plus fréquent. Qu'est-ce qui se passe? Allez-y, racontez. Bonjour. Effectivement, je suis né en Seine-Saint-Denis, j'ai 45 ans aujourd'hui, et pour moi, le problème de fond n'est pas vraiment abordé. Le problème que j'ai vécu, moi, qui m'a obligé à créer mon entreprise à l'âge de 22 ans, c'est qu'il y a un vrai problème de discrimination. C'est un mot qui... Vous ne trouviez pas de boulot, pas personne ne vous Je ne pouvais pas quoi. Travailler, j'avais envie de travailler, je ne pouvais pas travailler. C'était mission d'intérim sur mission d'intérim. Quand on m'offrait ça, c'est tout. C'était pas possible de se faire embaucher. Et je parle de 1982. D'accord, pour être précis. Donc j'ai dû, au bout de 2 ans d'activité avec mes parents qui sont commerçants sur la ville de Sous-Bois, j'ai pu passer mon permis de conduire, et en fin de compte, j'ai décidé de me lancer. Je n'avais pas le choix, je ne pouvais pas continuer à travailler avec mes parents parce que j'avais de grandes ambitions et j'étais beaucoup trop jeune. Donc mon papa qui me regarde, je sais, a eu le temps de le regretter depuis, mais ne me faisait pas suffisamment confiance, et je me suis donc lancé dans le commerce sans rien, avec un BEPC en poche. Et puis j'ai monté mon entreprise de louageur, donc transporteur, je faisais des livraisons. Et j'ai rencontré, même dans mon activité, beaucoup de problèmes de discrimination, parce que quand j'ai commencé à créer de l'emploi, je vais dire quelque chose qu'on n'entend jamais, la discrimination, c'est on ne fait pas travailler de noirs et d'arabes, mais la discrimination, c'est aussi quand on est français depuis 12 générations, puisque nous on l'est depuis 4 générations ou 5 générations, et ça ne compte pas, donc depuis ceux qui le sont depuis 12 générations. En fin de compte, ne venez pas travailler non plus chez moi. La discrimination, elle est dans les deux sens. À l'âge de 22 ans, 23 ans, 24 ans, je n'arrivais pas à embaucher des Français de 12 générations. C'est un vrai problème de discrimination, c'est un vrai problème de fond. Aujourd'hui, cette entreprise, elle existe toujours. J'en ai créé d'autres. Aujourd'hui, cette entreprise, c'est 105 CDI à temps plein. Je dis bien 105 CDI à temps plein. Mon entreprise, c'est la couleur de l'arc-en-ciel. Pourquoi je dis ça? Parce que je ne veux pas reproduire ce que j'ai vécu, moi. Et si tous les entrepreneurs, tous les recruteurs qui froissent tous les jours des CV, qui les jettent dans les poubelles, eh ben à ce moment-là, que M. Sarkozy mette les mêmes moyens qu'il a mis sur les autoroutes de France, qu'il mette des polices derrière chaque poubelle, et puis que les gens qui ont froissé ces CV-là, ce soir, dorment avec un cas de conscience. Parce qu'il est là le problème. C'est un problème important. Comment voulez-vous que les jeunes s'en sortent si on ne les laisse pas travailler? Voilà.
Une réponse, comment vous ressentez là ce qui a été dit là? Parce que, bon, c'est un bel exemple, je sais que vous payez l'ISF, ça marche très bien pour vous, enfin bravo, mais d'accord, mais comment vous ressentez là? Parce qu'il n'y en a pas assez, quoi. Et pourtant, on sait d'après les sondages qu'ils veulent, beaucoup d'entre eux veulent créer leur entreprise. Monsieur Bentelila, beaucoup des jeunes des cités sont très favorables. Il y a énormément de jeunes des cités. Pourquoi il n'y en a pas plus? Pourquoi Ben justement, ça se pose. Aussi, d'abord parce que dans les quartiers, on a un problème, c'est qu'on n'a pas de réseau aussi. On n'a pas de réseau pour être aidé, créer de l'entreprise. Ça fait partie justement du programme que nous voulons mettre en place. On n'a pas de réseau, donc on ne peut pas appeler telle personne qui va nous donner le tuyau nécessaire ou les informations nécessaires pour créer l'entreprise, pour aller chercher de l'argent. Mais trouver les financements aussi, le premier argent qu'il faut mettre au pot pour pouvoir justement ensuite créer l'entreprise et la développer. Monsieur Bentelila, vous avez travaillé là-dessus, je crois. Si vous voulez. Vous avez bien entendu ce qu'a dit J'ai bien entendu. Il est scandaleux de discriminer, c'est très clair. Sauf qu'il y a des marques qui permettent à la discrimination de se faire. Et ces marques sont très souvent linguistiques. Et par conséquent, il faut arriver à ce qu'on puisse donner à l'ensemble de ces jeunes, sans du tout leur faire abandonner quoi que ce soit, leur donner la possibilité d'aller parler, écrire au large. C'est-à-dire se débrouiller, avoir la force de pouvoir discuter, de ne pas se faire exploiter, de pouvoir se présenter de façon extrêmement précise. Je ne parle pas d'un accent. C'est ça que vous dites non, mais attendez. C'est très simple. Vous prenez la situation que décrivait Madame Fadela tout à l'heure, c'est-à-dire un ghetto. Un ghetto, c'est des gens qui se ressemblent, qui ont les mêmes problèmes, la même absence de perspective, qui se connaissent. Et cette connaissance, cette connivence qui existe entre eux, fait qu'effectivement la langue qu'on utilise est une langue qu'on utilise quand on se connaît très bien, c'est-à-dire une langue de faible amplitude. C'est là la question. Qu'elle soit pittoresque, qu'elle soit tout à fait créative... Il faut apprendre à parler bouffon, c'est ça? Il faut apprendre à parler bouffon. Il faut aussi qu'ils sachent parler pour aller se défendre avec des mots forts et précis. Se défendre. Ça n'exonère pas ceux qui discriminent du crime qu'ils commettent. Mais notre devoir, nous, le devoir de la République, de l'école de la République, c'est de donner à ces jeunes une langue puissante, forte et qui sorte de l'insécurité linguistique. Ça, c'est la grande question. Est-ce que le plan répond à cette question? Et cette question, et si vous voulez, les gens qui aujourd'hui... le savoir-être, j'ai vu des ateliers là-dessus. Moi, je l'affirme. Il l'affirme, et il y a quelques mesures qui me semblent très bonnes. Notamment, prenez la mesure du busing. Le busing, expliquons, c'est de l'accompagnement scolaire, par bus. C'est une façon de mettre de la mixité dans les écoles qui sont des écoles ghettoisées. Oui. Et donc, on va chercher les enfants des quartiers là où ils n'auront aucune chance véritablement d'être en réussite scolaire, et on les amène ailleurs. C'est symboliquement quelque chose d'important. Je ne suis pas certain que ça règle le problème de la mixité scolaire, qui est une toute autre affaire, et notamment l'affaire des parents privilégiés qui refusent que leurs enfants côtoient dans les mêmes classes des enfants parce que ça va faire chuter le niveau de la classe, c'est ça l'idée. Voilà. Ça ferait chuter le niveau de la... Et regardez ce que dit Philippe Mérieux, il a parfaitement raison. Le grand spécialiste d'éducation qui vient souvent chez nous, oui. C'est l'hétérogénéité qui fera gagner l'école et non pas l'homogénéité. Ça, c'est extrêmement important. Monsieur Bukele, rapidement, ensuite je voudrais passer la parole à une mère de famille qui est là dans l'assistance. Oui, deux choses en réaction sur ce débat. Un, sur discrimination, deux, sur l'emploi, créer son emploi. Sur discrimination... Je crois que pour le coup, ce qui manque aujourd'hui, c'est la volonté. Je n'ai pas l'habitude de dire souvent ça parce que c'est des grands mots, c'est la volonté politique, comme s'il suffisait de dire pour que ça se passe comme ça. Mais la loi de 2006 a permis des vraies avancées en matière de lutte contre discrimination. Pourtant, ça ne se traduit pas beaucoup dans les faits. Parce que derrière ça, encore faut-il qu'il y ait des circulaires et qu'on mette en branle à tous les échelons pour que véritablement en faire une priorité. Ça, à l'évidence, pas une priorité. Il y a des mots, vous l'avez dit, ça ne mange pas de pain, tout le monde le dit, c'est scandaleux, puis derrière, bon, ça ne bouge pas. La deuxième chose que je veux dire, qui moi m'étonne beaucoup, c'est que en matière de création d'emplois, je ne vois jamais poser la question, jamais, de l'aide que peut apporter l'État pour aider à financer les projets. L'État le crédit, la banque. Je peux vous citer, moi, des dizaines, y compris parmi des proches à moi qui habitent dans les quartiers, à qui il manque 10 000 euros pour lancer leur entreprise et qui ne trouvent personne. Ils ne trouvent pas. Mais non, leurs parents n'ont pas d'argent, ils ne sont pas solvables, etc. Il manque juste ça. Pourquoi est-ce que cette question qui, dans d'autres pays, est posée, du crédit jusqu'au microcrédit, oui, j'imagine que ce n'est pas une spécialité française, oui.
D'accord. Et vous, M. Milly, vous avez la même sensation que M. Moi, je voudrais surtout revenir sur ce qu'a dit le chef d'entreprise. Le chef d'entreprise. Passer la parole à une dame. Bien sûr, aucun problème. Parce que, encore une fois, on n'a pas parlé du fond du problème, qui est la discrimination. Tout de suite, on a glissé sur les entreprises, la création d'entreprises. On a même parlé d'employer, mettre en relation les grandes entreprises du CAC 40 avec les gens des quartiers. Oui, bien sûr, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement pour lutter contre les discriminations ? Donc, encore une fois, monsieur Nicolas Sarkozy, donc président de la République, lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, a mis le paquet dans les radars pour diminuer justement les morts sur la route, comme l'a dit le chef d'entreprise. Mais qu'est-ce qu'on fait pour lutter concrètement contre la discrimination ? Qu'est-ce qu'on attend ? Question qui a été posée. Voilà, qu'est-ce qu'on attend pour punir ces délinquants ? Puisqu'on parle de voyous dans nos quartiers, mais il y a des voyous dans les entreprises. C'est des voyous en costume cravate. Mais qu'est-ce qu'on attend pour les condamner ? Qu'est-ce qu'on attend lorsque justement on met un CV à la poubelle ? Qu'est-ce qu'on attend pour le sanctionner ? La meilleure façon de sanctionner un patron, c'est de taper dans la poche, comme tout le monde. On tape dans le portefeuille du citoyen lorsqu'il commet des fautes, mais quand ce sont des grands patrons qui côtoient sans doute des politiques, là, on hésite tout de suite à taper dans le portefeuille. Ça va peut-être être la fonction des 4000 policiers supplémentaires. Oui, mais là, c'est pareil. 4000 policiers, 4000 policiers en plus, on va les trouver où ? À qui ? À quel commissariat on va les amputer pour aller les déposer dans nos quartiers ? D'un côté, encore une fois, il y a eu pas mal de contradictions dans le discours de notre cher président. C'est pas gênant s'ils les enlèvent de Neuilly pour les mettre à Clichy, par exemple. Bien sûr, mais les gens, les gens de Neuilly seront peut-être pas d'accord. Il va les enlever à Neuilly pour les mettre à Clichy. Oui, mais les gens de Neuilly seront peut-être pas d'accord. Donc voilà, d'un côté, on a un président qui veut diminuer le nombre de fonctionnaires et de l'autre côté, il veut rajouter le nombre de fonctionnaires. Donc là, je me demande où est la cohérence. De la même manière, on nous parle de l'école de la deuxième chance qui veut généraliser. Là aussi, il faut des enseignants. D'un côté, on veut généraliser l'école de la seconde chance. C'est important que les Français entendent bien ça. Mais moi, je suis d'accord avec ça. Mais les enseignants, on les trouve où ? Chaque année, le nombre de postes au concours pour être enseignant diminue. Donc, et de l'autre côté, on veut créer de nouvelles écoles avec des enseignants. On va les trouver où, ces enseignants ? Ça va être des enseignants à 70 heures par semaine. Donc, à un moment donné, il faut être cohérent dans son discours. D'autant plus. Je voudrais répondre quand même. D'autant plus que généraliser les écoles de la deuxième chance, c'est encore une école. Or, le gros problème, c'est que 14 ou 15 ans d'école, avec un échec total, dégoûte de l'école. Et quand on leur remet une école, même si elle est un peu différente, ça risque aussi d'avoir des effets pervers. Vous n'y croyez pas trop, quoi. Je n'y crois pas. Il vaut mieux l'école de la première chance, non, c'est ça je crois qu'il faut réformer l'école de la chance. L'école de la première chance, il faut la réformer depuis la maternelle. Deuxièmement, il y a une dame très monde dans le public. Il faut faire en sorte que on donne des possibilités de tutorat, et notamment aux associations, avec un tutorat longue durée, parce que ça n'est pas en 3 mois. Tutorat, ça veut dire je m'occupe de toi spécialement, c'est ça ? Je t'accompagne. Tu as besoin d'aller faire aller voir telle administration, je t'accompagne. Tu vas en formation, je suis là, et toutes les semaines, je reste avec toi. Tu ne te lèves pas le matin puisqu'il faut se lever tôt, comme vous le dites. Je vais t'aider à te lever parce que quelquefois c'est difficile. Donc ce tutorat... Si tu ne te lèves pas tôt, tu n'auras pas d'aide. Qu'on essaye de mettre en place aujourd'hui dans un dispositif qui s'appelle Savoir pour réussir, marche d'une façon formidable. D'accord, attendez, je vais passer la parole à une dame dans la salle, qui est dans le public, Madame Orkia Benassaïa, qui avec son comité d'action citoyenne a aussi élaboré un petit plan banlieue. Vous n'allez pas tout nous raconter le petit plan banlieue, mais juste en tant que maman, en tant que mère de famille, hein. Comment vous moi, je suis là en tant que maman, en tant qu'habitante de Grigny, justement, je viens de Grigny, une ville dont on parle souvent, malheureusement. Nous, on a établi un bilan interpartenarial. Et de ce bilan interpartenarial, on n'a pas attendu le gouvernement pour agir, parce qu'en fait, c'est facile. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut, premièrement, excusez-moi, je tiens quand même à dire avant tout que nous menons quand même des actions sur le terrain. Alors, ces actions sont... Nous avons créé des débats cafés dans les écoles et nous sommes rendus compte de la détresse des parents, une détresse réelle. Parce qu'on oublie un peu les parents, parce que là, on entend parler que d'adolescents, mais les parents aussi sont en détresse réelle. Et ça, il faut en tenir compte, Madame Amara. Ensuite, nous nous sommes rendus compte aussi que les parents avaient vraiment envie de s'exprimer et avaient du mal à le faire. Avaient du mal aussi à intégrer les écoles. Problème de langue, ils sont gênés d'entrer dans les écoles, c'est ça ? La barrière de langue et aussi la peur d'être jugés de par, justement, eux aussi, leur échec. Ah voilà. Oui. Exactement, et ça, il faut le dire. Et gênent des enfants qui voient leurs parents ne pas parler la langue aussi, c'est ça ? Voilà, c'est ça, c'est totalement ça. Et donc, nous sommes rendus compte que les parents avaient énormément de choses à dire, et nous servons de viaduc, et nous sommes là, nous sommes leur voix.
Et ils ont besoin de quoi, surtout, si vous pouviez résumer comme ça? Ils ont besoin de quoi, surtout, ces parents? Ils ont besoin d'un accompagnement. D'un accompagnement, c'est ce qui est malheureusement inexistant au jour d'aujourd'hui. Un accompagnement, c'est-à-dire un accompagnement pour que les parents puissent trouver leur place au sein de la ville, trouver leur place. Et réhabiliter le rôle des parents, c'est ça? Et réhabiliter, bien sûr, le rôle des parents. Oui. Puisqu'avant tout, c'est quoi? C'est quand même le rôle des parents, et ensuite les enfants. Et donc aussi, nous intervenons aussi dans les collèges. Nous discutons avec ces jeunes adolescents et nous nous sommes rendus compte que ces jeunes adolescents sont toujours pointés du doigt et un réel mal-être, justement. Et ils se sentent pointés du doigt quand on leur dit « Mon vieux, tu travailles pas, c'est pas bien, tu es chômeur ou délinquant », c'est ce que disait monsieur... Oui, parce qu'ils se disent, en fait, mais pourquoi on nous pointe toujours du doigt? Nous, on a envie de réussir. On a envie de réussir. Mais qui a voulu ça? Madame Amara, vous avez entendu le témoignage de Madame Oui, j'ai entendu. Vous le connaissez, vous avez sûrement entendu ce genre de témoignage. Je connais parfaitement Oui, bien sûr. Mais, merci beaucoup, madame, merci. Ce que je voudrais dire, d'abord, parce que je pense que ça, c'est très important, sur l'histoire de l'école deuxième chance, après je répondrai sur les parents. Vous m'excuserez, j'entends qu'il faut renforcer l'école de la première chance. Évidemment qu'il faut le faire. Mais nous sommes dans une... La transformer. La transformer. Si vous le souhaitez. La renforcer ne servira à rien. Moi, je pense qu'il faut d'abord faire en sorte que ça marche. Voilà. Bon. Maintenant, on a quand même dans les bras des jeunes qui sont en situation d'échec. Alors, de deux choses l'une. Soit on décide de faire des grands débats théoriques, intellectuels, etc. Soit on décide d'aller dans l'action et de dire qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là. Moi, contrairement à ce que vous dites, monsieur, ou délinquant ou chômeur, moi, j'étais en situation d'échec scolaire. Mais je n'ai pas attendu qu'on vienne me chercher pour faire un certain ensemble de choses. Je me suis battue, comme beaucoup d'entre nous, mais je termine, comme beaucoup de gens dans les quartiers. Et monsieur, tout à l'heure, nous a témoigné de la création de son entreprise et du fait qu'il est patron aujourd'hui d'un certain ensemble d'employés qu'il a chez lui. Et moi, je salue ce type d'action. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une situation où vous avez des gamins qui, entre 16 ans et 18 ans, disparaissent de la circulation. De 14 ans à 16 ans, on a des gamins qui sont dans un processus de déscolarisation. Donc, dans le programme... Par an, c'est ça ? Voilà, 150 000 qui sortent, il y en a à peu près 200 000. Il y en a à peu près 200 000 qui sont des US. Zones urbaines sensibles, donc qui relèvent des quartiers de la politique de la ville. Ce que je veux dire, c'est que de 14 ans à 16 ans, processus de déscolarisation de certains de nos mômes. Là, l'idée dans le programme, c'est justement de renforcer une cellule d'alerte qui va permettre d'accompagner les gamins. De les repérer, quoi, ces gamins? De les repérer, de les accompagner. Il n'a même pas les fichiers, le président. Pardon? Ça ne me gêne pas, moi. Mettez pas fichiers, tout ça, arrêtez avec ça. Parce que le problème, c'est qu'on lance des polémiques sur n'importe quoi. Je crois, moi, si demain j'ai un môme, mon môme, il ne marche pas à l'école, je voudrais qu'on me le signale tout de suite et qu'on l'accompagne et qu'on m'aide à l'accompagner. Maintenant, de 16 ans à 18 ans, ils ne sont plus dans l'obligation d'aller à l'école. Donc, de 16 ans à 18 ans, il y a justement l'école de la deuxième chance qui va permettre de rattraper justement ces jeunes et de les remettre dans un dispositif pour qu'ils rentrent dans un processus de scolarisation pour obtenir les qualifications et les diplômes nécessaires pour rentrer dans la vie active et trouver un emploi. Là, ce que nous avons fait, c'est que normalement, l'école deuxième chance, elle est à partir de 18 ans. Nous l'avons abaissée à 16 ans. Et l'idée, c'est d'arriver à plus de 4000 places pour réussir ce pari-là. 35 écoles, je crois, c'est ça? Voilà. Donc, d'élargir ce dispositif, justement, étape par étape, jusqu'en 2012. Parce que moi, j'ai été visiter, contrairement à ce que vous dites, j'ai été dans les écoles deuxième chance. J'ai eu beaucoup de discussions avec Edith Cresson, qui en est la présidente. J'ai vu les jeunes qui ont témoigné, justement. Et ce n'est pas des jeunes qui sont faciles, justement. Ils le disent eux-mêmes. Ça les transforme, ça les chance. Et surtout, ce qui est très important, c'est que ça leur redonne confiance pour justement se battre et réussir d'aller jusqu'à l'emploi. Confiance en eux, les parents, confiance dans les enfants. Ouais. Les parents reconsidérés par les enfants étaient au cœur. Mais bien sûr. De tout cela. Et ça ne demande pas de l'argent. Confiance et parole. Confiance et sur mots. la question, juste termine sur les parents, pour répondre à la demoiselle. Dans le programme aussi, Espoir Blanc Nuit, une dynamique pour la France, il est très clair aussi que nous aidons à réinstaurer l'autorité parentale. Parce qu'évidemment, elle l'a bien souligné, c'est les parents qui ont un rôle important à jouer. Si on passe son temps à les humilier parce qu'ils ne parlent pas bien français, etc., ça ne sert à rien. L'idée, c'est vraiment de faire en sorte qu'ils aillent aussi. L'apprentissage de la langue française est très important, n'en déplaise à certains. L'apprentissage
Aussi, donc fonctionnement. Oui, parce que je connais les débats intellectuels. L'apprentissage aussi des règles de la République et du fonctionnement républicain. L'apprentissage pour les mamans aussi, pour qu'elles puissent rentrer dans des processus d'autonomie. Il y a un gros volet sur la question des mamans qui est très important. De la même manière, nous nous reposons beaucoup sur les associations. Le milieu d'où je viens, justement, en démultipliant la signature des conventions pluriannuelles et pluriobjectives, parce que je sais qu'avec les associations, on arrivera à renforcer la cohésion sociale et à tricoter les liens sociaux. 2 interventions, puis j'ai une nouvelle à vous faire. Allez-y. Oui. L'école de la seconde chance, ça existe déjà, c'est une très belle idée. C'est une très belle idée, hein, tout le monde sera d'accord. Le seul problème, c'est qu'une fois de plus, on est, en parlant que de ça, hein, on est une fois de plus dans le traitement des symptômes. Le problème numéro 1, il n'est pas là. Le problème numéro 1, c'est l'échec scolaire. Ça, on est d'accord. Et donc, ce qu'on a... Tout le monde est d'accord. Non, mais évidemment. C'est quelqu'un qui vous dira non. Attendez. Et donc, la suite, 3 petits points. Et donc, ce qu'on attendrait d'un président de la République, c'est qu'il nous dise la grande cause nationale qui vient, c'est l'échec scolaire. Ça, on attend. Ça, et toutes les recherches qu'on a, mon collègue Bentolila le confirmera, montrent que l'échec scolaire, il commence au tout début de l'école, au CP, à la fin de la maternelle, au CP, quand on apprend les bases, la lecture, le calcul, l'écriture, etc. Et je voudrais rajouter juste quelque chose là-dessus. Le soutien scolaire, il a été mis en place cette année. C'est que on a fait beaucoup sur les méthodes de lecture. Et on n'a jamais dit qu'un enfant qui arrive au cours préparatoire et qui maîtrise mal la langue, qui n'a pas assez de mots, quelle que soit la méthode de lecture qu'on lui proposera, il apprendra très mal à lire, encore plus mal à écrire, et il ne saura pas s'expliquer et se défendre. Écoutez, oui, ce sont des choses quand même qui sont fondamentales, mais qu'il y a raison. On ne peut pas que, je ne suis pas toujours d'accord avec lui, mais en tout cas là-dessus je suis d'accord, on ne peut pas que soigner les symptômes. Il faut aller chercher... Là où ça fait mal. Voilà. Oui, mais justement... Où est-ce que ça va ? David Dufresne et puis... D'un mot, et c'est pas... Je ne m'acharne pas contre vous, mais vous l'avez dit vous-même au tout début. Non, mais on parle là de bonnes pratiques. Et vous avez dit vous-même, je pense que vous pouvez renvoyer le bobino au tout début quand vous faites le face-à-face. Non, je ne vais pas le faire. Bien sûr, alors je vais le faire, vous avez dit vous-même, ce sont les bonnes pratiques, ce n'est pas un plan révolutionnaire. Eh bien, moi, je vais vous dire, je pense qu'on en est à quelque chose de révolutionnaire, à un besoin de changer fondamentalement le regard que la société a sur ces banlieues, que la France a sur ces banlieues. C'est pas les banlieues d'un côté et le reste. Ça, on est d'accord. Oui, mais sauf que c'est pas du tout ce que vous avez présenté vendredi. Pardonnez-moi, ce n'est pas du tout ce que... Alors, ça, c'est votre discours qui amène à une dépression nerveuse permanente et nationale. Moi, je vous le dis, ça suffit. Oui, non, mais on peut être gay, Moi, je vous le dis, ça et puis ne pas suffit. voir les choses. Ça fait trop longtemps que je vous entends. Depuis que je suis gamine, j'entends ce type de discours. La vérité, c'est que dans les quartiers, on le sait, le diagnostic, il y a des choses qui vont pas. Alors pourquoi votre traitement est si faible ? Alors si vous connaissez le diagnostic, pourquoi votre traitement est si faible ? Le traitement, on l'a dit, il y a des problèmes. Il y a le fait qu'il n'y a pas la mobilisation de tous les ministres. J'ai une nouvelle à vous annoncer pendant que le générique de fin passe, et c'est un drame terrible qui s'est produit dans une cité à Marseille aujourd'hui. Un jeune homme qui a été torturé dans une cave a succombé à ses blessures. L'autre est entre la vie et la mort. Voilà. Je voulais vous l'annoncer, c'est aujourd'hui, on me l'a annoncé depuis... Voilà sur quoi, voilà ce qui me met en colère. Voilà sur quoi je suis en train de lutter justement. Et pas dans les discours dans lesquels on nous assoit dans n'importe quoi. Voilà pourquoi j'en rage, parce que les gamins des quartiers méritent qu'on se batte pour eux. Voilà. Alors quand il y a des plans comme ça, moi j'estime qu'il faut les saluer, les accompagner. Il faut toujours critiquer pour qu'on soit encore plus fort et plus exigeant. Mais s'il vous plaît, arrêtez avec vos discours misérables qui nous amènent à ce type de situation. Ça suffit. C'est dommage de finir, mais je viens de la voir. Quel sens ça a de venir sur un fait divers sans explication ? Parce que c'est pas vos gamins qui habitent les banlieues. C'est pas vos gamins qui subissent ça. Moi, je vous dis, il peut mourir dans n'importe quel coin de France, quelqu'un d'autre. Évidemment, mais on vient de me donner cette nouvelle. Oui, mais pas de cette manière. On est obligé de réagir. On est obligé de réagir. On est obligé de réagir. C'est nos enfants. Ce sont nos enfants. Écoutez, attendez, juste une chose. C'est que quand on n'a pas la possibilité, quand est-ce qu'on va parler des règles ? On se termine. Attendez, excusez-moi, si vous voulez prolonger le débat, attendez, monsieur. Merci, monsieur, mais si vous voulez prolonger déjà, on en aura d'autres. C'est très, très important. Vous pouvez rejoindre le site de France 5, france5.fr, à dimanche prochain sur France 5, la chaîne où vous êtes décidément si bien. Et me dit-on de plus en plus nombreux, de plus en plus nombreux à nous suivre. Merci, au revoir, merci Madame la Ministre, merci beaucoup messieurs, à dimanche prochain. Bien sûr, je suis en colère.